Eh ben, écoutez, on a fait tous les événements, on peut passer à la théorie, on peut discuter, on peut être un peu gros cerveau là pendant quelques instants. On est là pour ça. On va discuter du réarmement à l'intérieur d'un pays impérialiste et surtout sur ses implications. J'ai l'impression que beaucoup de personnes s'inquiètent juste, à titre légitime, hein, du fait de produire des armes et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas aussi les conséquences que ça peut avoir sur les politiques budgétaires, sur les politiques d'austérité, sur ce que ça implique sur la vie de tous les jours pour les gens qui vivent dans ces pays-là. Et donc, ce serait intéressant qu'on vienne là-dessus. Et donc, la première question, c'est qui sont les personnes qui vont le plus subir ça, notamment dans les pays impérialistes? Et c'est quoi les conséquences pour les classes populaires de ces politiques de réarmement? Parce qu'on voit les milliards qui sont dépensés, j'imagine que c'est pris quelque part. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Des gens. Tu Tout le monde me regarde. On peut dire que la première, que l'une des grosses conséquences, c'est celle de l'austérité budgétaire et qui du coup ça touche en fait surtout les classes populaires en fait dans les pays du Nord, quoi. Donc en fait que les réarmements n'est pas seulement en fait quelque chose qui va toucher de manière comment dire directe les peuples qui vont subir les guerres, mais aussi les classes populaires dans le Nord en fait vont voir des services essentiels comme l'éducation, la santé en fait affaiblis à cause des coupures budgétaires et du coup en fait c'est une conséquence très très forte pour eux, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez des exemples de domaines où ça va être impacté de... Déjà, on peut parler, il y a l'éducation, la santé, où vraiment il y a des grosses coupes budgétaires qui ont été annoncées par le projet de financement, le projet national de financement. C'est ça, si on reprend les budgets 2026, en fait, on voit qu'il y a un gros sacrifice, au moins pour la France, en fait, de l'éducation nationale, avec 4000 postes qui vont être supprimés. Ouais. Alors, c'est surtout, en fait, pour ce qui concerne l'école primaire, en fait, mais les secondaires est aussi affecté. Et voilà, et ça, des faits, ça veut dire, en fait, des conditions d'enseignement plus difficiles, des conditions, en fait, plus difficiles pour les classes populaires, pour parvenir, je ne sais pas, à essayer d'avoir une éducation de qualité ou obtenir en fait une formation en fait pour faire les travaux qu'on veut faire, etc. Ouais. Donc ça a vraiment un impact. Les sur profs la sont manière. dans de moins bonnes dispositions pour bien faire leur travail. Alors, Alors, je mets des ça, c'est guillemets sûr. à bien faire le travail d'un prof dans un pays capitaliste, mais il y aura moins de conditions pour vraiment... Disons que même si on peut être très critique vis-à-vis Oui, voilà. de l'éducation et des lycées, et on l'est, bon, je les suis en tout cas, Ouais. mais Pas de une premier coupure concerné. budgétaire. Parce que tu es prof aussi, c'est ça? Ouais, je suis prof. Ouais. D'accord. Et tu vois un petit peu ces restrictions. Ah Tu oui, es prof nous, dans quoi, toi? moi je suis prof dans les secondaires. Ok. Donc dans les lycées, et oui, je peux dire tranquillement que mon lycée, en fait, on était à un terminal. Moi, je suis prof de philosophie. Du coup, j'ai que les élèves des terminales. Et en fait, on a vu nos effectifs en terminale augmenter depuis 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 27, 28 élèves. Et là, on est à 35 par classe et 35. Horrible. En fait, concrètement, ça veut dire qu'il y a la partie la plus faible des élèves qu'on n'a pas le temps de suivre de manière, comment dire, pour les faire progresser, c'est pour qu'ils s'améliorent ou qu'ils aient une Comme il le orientation faudrait. qui leur convient comme ils devraient. D'avoir etc. un vrai suivi de... Ça, c'est sûr que. Voilà. Toi, t'es prof de quoi? Des philo. Ok. Oui, en plus, ça nécessiterait normalement de pouvoir Ça, c'est suivre sûr. Ouais. pour faire comprendre les J'imagine que tu notions. dois avoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une offensive européenne pour augmenter les budgets. Parce que quand on parle d'austérité, on voit quand même que les pôles budgétaires qui ne sont pas impactés et qui sont même augmentés, c'est la défense, la justice et la police, quoi. Et on voit en fait que c'est vraiment les budgets où il y a vraiment des investissements très forts qui sont faits de ce côté-là. Et d'un autre côté, la santé, l'éducation nationale sont rabotés, quoi. Et il y a un peu... Bon, après, nous, on connaît la situation française, mais j'imagine qu'en Allemagne, en Belgique, c'est un peu la même chose. En Belgique, il y a 4 jours, il y avait une manifestation par rapport aux politiques d'austérité. Donc, pareil, coupe secteur la santé, l'éducation, la culture, gel des budgets, tout ça. Il y a aussi une augmentation du budget de l'armée en... Et ouais, pareil. Depuis 2020, ce que j'ai lu, c'est que ça a doublé. Ok. Et là, dernièrement, c'est passé de 1,3% du PIB à volonté de passer à 2% là maintenant en juin et à continuer pour suivre là les volontés de monter le PIB alloué à la défense. Pardon. Ouais. Donc voilà, Mais là, c'est les mêmes cas de figure, quoi. le projet au niveau européen, c'est de passer tous les budgets
alloué à la défense à 5% du PIB au niveau européen. Ok. Ce qui, hier, Tout le monde doit s'aligner sur ça. tout le monde doit s'aligner, parce que Trump a dit que les pour Européens l'OTAN, étaient un peu des passagers clandestins au niveau de l'OTAN et qu'ils ne mettaient pas assez d'argent dans l'armée. Et du coup, tous les gouvernements européens sont sur cette optique-là. Et vraiment, c'est vraiment à l'échelle européenne, quoi. Il y a vraiment un truc très fort là-dessus. Et Benjamin nous en parlait hier. Burmeimer nous en parlait hier. C'est que ça passerait les budgets militaires de l'Europe, ceux qui font partie de l'OTAN, quoi, des gouvernements européens faisant partie de l'OTAN, à des niveaux qui seraient, je ne sais plus combien il nous a dit, par rapport au budget russe et au budget chinois, mais à des niveaux stratosphériques, quoi. Tu vois, et toujours avec cet argument de dire qu'il y a la menace russe et la menace chinoise indirectement qui est là, et c'est pour ça contre nos démocraties libérales, on rappelle. sont en danger, tout ça. Alors que, en fait, quand tu regardes quantitativement, les budgets européens de l'armée sont beaucoup plus élevés. Les investissements européens dans l'armée sont beaucoup plus importants que ce que font les Russes et que ce que font les Chinois. Oui. Mais il y a une espèce de paradoxe là-dedans, quoi. C'est vraiment imaginaire, quoi, cette espèce de menace. Surtout, en fait, moi, ce qui me semble assez dramatique dans cet argument de la menace russe, c'est-à-dire, ok, ce sont des menaces, donc il faut qu'on s'arme face à cette menace, mais de l'autre côté, si on s'arme, ils vont avoir la même logique. Bien sûr. On est dans un engrenage où l'autre est constitué comme une menace, donc il a peur, donc il va aussi se... Donc j'ai l'impression que cette voie de « il y a une menace russe, il faut s'armer », elle est sans fin. C'est pour ça que nous, on appelle à casser cette dynamique-là. Après, il y en a, ils vont dire que c'est, par exemple, le fait de rabouer, de mettre moins d'argent dans l'éducation, la santé, c'est aussi dû seulement à la question de l'austérité, qu'il faut remettre l'État sur des bons rails. Pour vous, ça, c'est une fausse excuse, vu le budget de l'armée ? C'est lié, quoi. Je pense que c'est vraiment lié, en fait. Ouais, pour moi, c'est vraiment une mesure de redistribution de la richesse entre les classes populaires et les classes, les capitalistes, quoi. C'est-à-dire que, disons, tout ce qu'on obtient en termes d'éducation, santé, etc., ce sont des mesures qui avantagent la vie, même si parfois ce ne sont pas des mesures révolutionnaires, on peut dire, mais des classes populaires, quoi. Globalement, si on doit attendre moins de temps aux urgences, voilà, c'est bien, quoi. Si on a une éducation de qualité qui nous permet d'avoir un boulot bien rémunéré après, c'est bien aussi. Et quand on coupe ça, c'est directement de l'argent qu'on enlève aux classes populaires pour donner souvent sous forme de subventions, en fait, aux capitalistes et au capital, quoi, au bourgeois. Donc c'est un enjeu aussi de lutte, le fait de où va aller cet argent, de le réorienter vers d'autres domaines. Et il me semble que c'est cette année, non, où le budget de l'armée en France est supérieur au budget de l'éducation, un truc comme ça. Oui, c'est vraiment... ce qui est ahurissant. C'est vraiment... jamais arrivé, je crois. C'était jamais arrivé dans la Ve République, il me semble. C'est la première que fois. C'est la première fois que ça passe à ce niveau-là, quoi. Salut, en France, les classes défense qui existent depuis plusieurs années et qui tendent à concerner toujours plus d'élèves dès la primaire, avec intervention des flics et des militaires à l'école. Justement, on voulait aller sur ça, c'est que l'augmentation du budget de l'armée s'accompagne aussi d'un discours qui est guerrier et sur tous les domaines. C'est ça, c'est qu'on prépare la société, on prépare les gens à une atmosphère de guerre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter sur... Là, en Belgique, dernièrement, je crois que c'est le mois passé, il y a eu 149 000 lettres qui ont été envoyées à toute la jeunesse pour les encourager à faire un service militaire volontaire, quoi. Parce qu'il y a le service, il n'est pas obligatoire. Non, pas obligatoire. Mais du coup, service militaire volontaire. Et donc, ils envoient des lettres dans toutes les boîtes aux lettres de la jeunesse pour les encourager et leur promettre... une vie digne, un statut social, une carrière, des revenus. Et donc, après, c'est un petit peu absurde parce qu'apparemment, ils n'ont pas les moyens de tout accueillir. D'accueillir. Comme en France. C'est-à-dire que là, je crois que sur les 149 000, il y a eu environ 5 000 ou 3 000, je ne sais plus, personnes qui ont dit oui, qui ont dit oui, quoi. Mais ils n'ont pas la structure pour mettre ça en place. Et en même temps, c'est clairement une volonté de créer un narratif guerrier particulièrement... efficace. Efficace. Nous, les lettres du gouvernement, c'est pour nous dire de baiser avant 30 ans. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une lettre pour les personnes de 28 ans. Oui, c'est ça, le réarmement démographique aussi, qui accompagne cette préparation et cette acclimatation aussi à la guerre. Et aussi, juste pour rebondir sur les dispositifs de militarisation de la jeunesse, c'est hyper intéressant parce qu'il y a eu une polémique autour des propos du chef d'état-major des armées il n'y a pas longtemps, qui a dit qu'il fallait se préparer à sacrifier nos enfants. Et
Et en fait, moi, ça m'a fait un peu creuser là-dessus. Et j'ai découvert un dispositif qui s'appelle le service militaire adapté. Je ne sais pas si tu connais, Wissam. Mais en fait, c'est un dispositif qui existait que dans les Outre-mer. Ah ouais. Et qui a été créé au moment où les revendications, les luttes d'émancipation anticoloniale dans les territoires d'Outre-mer étaient assez fortes, donc dans les années 60-70. Et c'était vraiment un dispositif qui était designé pour la jeunesse ultramarine. Et en fait, sous couvert d'insertion socio-professionnelle, on te met en uniforme militaire. Et du coup, si tu veux arrêter ta formation avant le terme, tu peux aller en procès pour désertion. Et en fait, c'est un dispositif. Ça montre aussi que la militarisation de la société, elle va aussi toucher plus particulièrement les personnes racisées, les personnes qui habitent dans les colonies actuelles françaises. C'est une particularité, je pense, aussi de notre pays. Qui sont en plus les plus précaires. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi une voie pour beaucoup de précaires. L'armée, ça peut être une destination professionnelle assez facile. Exactement, c'est ça. C'est des contextes qui sont touchés par un fort taux de chômage pour les jeunes dans les territoires dits d'outre-mer. Donc, c'est un peu une façon de leur trouver un débouché comme ça aussi, quoi. Donc, effectivement. Et aussi, il faut se rappeler que les outre-mer, ça représente 10% du recrutement de l'armée de terre chaque année. Ah ouais, d'accord. C'est presque autant que l'Île-de-France. Alors qu'il y a 10 millions d'habitants d'écart entre les... c'est quand même fou. Et aussi en sachant que pendant très longtemps, les militaires de l'Hexagone qui partaient donc en mission dans les Outre-mer bénéficiaient d'une prime d'installation, alors que les ressortissants des territoires dits d'Outre-mer n'ont pas la même prime quand ils viennent s'installer dans l'Hexagone. Bon, je crois que ça a changé, mais les territoires du Pacifique, donc la Kanaki et la Polynésie française, sont toujours exemptés de cette prime d'installation. Oui, pareil pour les profs, il y a eu plein de... Les fachos veulent envoyer les rebeux, les renois en première ligne. Ça montre aussi que ces stratégies sont expérimentées là-bas. Oui, donc là, il y a toute une... Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi toute une campagne de pub qui a d'ailleurs été parodiée par un média anti-impérialiste, je ne sais plus lequel, mais on a de plus en plus de... Ah, c'est vous ? C'est nous. C'est Guerre à la guerre. Ah, c'est Guerre à la guerre. Ah, c'était trop bien ces pubs. En fait, on a lancé une campagne de détournement des affiches de recrutement de l'armée. On voit partout. Mais une horreur. Ça nous rendait dingos. Et du coup, voilà, il y a aussi dans Guerre à la guerre, on a à cœur d'investir cette lutte de contre-propagande, contre-hégémonie culturelle. Donc voilà, on a fait des petits détournements sympas aussi pour sortir de cette lecture alternative de l'histoire et de ce que fait l'armée française dans les opérations extérieures. Elles étaient trop lourdes, les affiches, bravo, bête d'idée. Oui, et surtout que, je veux dire, même là, ça se trouve, les gens, il y a des pubs sur mes streams, ça se trouve qu'il y a plein de pubs pour l'armée. Il y a vraiment une communication de ouf pour Israël. Ça. Et c'est vrai que tu parlais du fait de ne pas être capable d'accueillir. On se rappelle des propos d'Usul quand il rassurait sur le service militaire. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte que pour le moment, il n'y a pas les structures suffisantes pour imposer un service militaire obligatoire, mais qu'on a quand même l'impression que la tendance, petit à petit, c'est qu'on va dans un service militaire qui sera obligatoire. Vous avez déjà dit ça avec le SNU. Ah, vous abusez, c'est rien, c'est juste... Mais il y a quand même une petite pente là-dedans. Vous pensez que c'est plausible Non, puis en plus, ça crée un narratif guerrier super puissant. C'est aussi ça, même si ça n'a pas tout de suite l'impact de pouvoir permettre aux gens, de pouvoir accueillir ces gens-là, malgré... ça crée un narratif très puissant qui fait que... et ça crée aussi cette question-là du désir, le fait de promettre un statut social ou de promettre des carrières. Et donc, Non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un truc c'est aussi des procédures de disciplinarisation des classes populaires. Tu vois, c'est vraiment comme tu le dis, tu vois, de créer des narratifs et d'inscrire le désir de ces jeunes gens, beaucoup de jeunes hommes, dans des désirs militaires et donc oui, effectivement, s'il n'y a pas de débouché matériel effectif tout de suite, subjectivement, ça crée. Déjà, il y a tout un truc d'angoisse, de peur, de crainte. La guerre est à nos portes. Oui, voilà. Ce qu'on n'arrête pas de nous calmez-vous, disciplinez-vous et il faut responsabilisez-vous. Oui, qui peut marcher sur certains, en mode bon, là, il faut un peu taire la contestation parce qu'effectivement, il y a un danger qui est présent. Et surtout, c'est vraiment des pubs de connards parce que parfois, tu as des arguments
vraiment en direction des jeunes, hein, de faire une bande de potes ou d'un truc d'accomplir, de s'accomplir soi-même et tout. Donc, dépassement de soi. Voilà, mais je trouve que du coup, ça répond à plusieurs paniques morales. Donc à la fois la crise de la masculinité, etc. Et aussi je pense la peur du grand remplacement et en tout cas cette question sur l'identité française, il faut aller défendre nos frontières. Je trouve que ça articule toutes ces paniques morales actuelles. Quoi. Ah non, mais il y a des bons communicants. Vas-y. Non, je me disais, tu vois, même dans des contextes avec des taux de chômage très élevés, tu vois, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes qui sont peut-être désœuvrés? Donc, allons les encadrer dans des procédures militaires. Donc, tu vois, c'est aussi une manière de canaliser cette population qu'on considère comme excédentaire et superflue, quoi. Donc, si elle pouvait aller mourir en Ukraine, pourquoi pas, tu vois, ça serait... c'est sûr que c'est une forme des disciplines, quoi. Comme si on peut citer... on ne cite pas d'antimarxistes ici. Je rigole. Mais c'est intéressant parce qu'on a souvent l'analyse sur l'augmentation du budget militaire comme une réponse aussi à la crise, qui n'est pas seulement la réponse aux menaces qui existeraient, mais par exemple, on voit beaucoup en Allemagne, il y a eu une crise de la surproduction. Donc il y a quelqu'un dans les commentaires qui parlait de Volkswagen maintenant qui fait des tanks et tout parce que ça permet de répondre à ça. Mais il y a un peu aussi la même gestion des humains en fait. Il y a des jeunes prolos, on ne sait pas quoi en faire. Paf, on les envoie à l'armée, ça peut être utile, ça les discipline, ça les occupe. Donc il y a vraiment cette gestion-là. C'est un peu une logique de guerre contre-insurrectionnelle aussi, de saper un peu ces terrains fertiles pour remettre en cause l'ordre établi. Ouais, il y a Alix qui demande, est-ce qu'on ne peut pas dire que les classes populaires blanches européennes ne bénéficient pas quand même des miettes de la prédation impérialiste via la rente impériale? Je jette un pavé dans la mare. Je pensais que c'était... Bon, on a déjà la réponse. Non, oui, on le sait. Elle le crie dans le désert depuis des mois et des mois, personne ne veut l'entendre, Alix. Lanceuse d'alerte. Alors, il y a une baisse des budgets militaires... il y a une baisse des budgets de la santé, de l'éducation, mais il n'y a pas de baisse de budget du régalien, de la police, de l'armée. Pour vous, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est la pression des syndicats de police? Est-ce que c'est juste que ça répond à l'idée de l'État? Est-ce que c'est parce que je me rappelle aussi d'un des slogans du mouvement anti-impérialiste, c'est aussi être contre la guerre intérieure. Est-ce que pour vous c'est lié à ça? Vas-y. Oui, il y a plusieurs facteurs en fait, sans doute. Donc c'est difficile en fait de trouver une cause unique à ces genres de choses. Je dirais qu'il y a sans doute, on voit très bien que les syndicats en fait, des polices, ils ont un poids très fort, beaucoup plus que les syndicats des profs, quoi, par exemple, c'est-à-dire sont beaucoup plus écoutés par les ministères. Quand ils font les manifs, quasiment tous les spectres politiques. Écoutés par les journalistes aussi. Oui, les journalistes aussi. Et tous les spectres politiques en fait, se présentent aux manifs, discutent avec les délégués syndicaux. Donc il y a sans doute un poids majeur, ça me semble une évidence. Quoi. Et après, il y a aussi l'idée que les mesures d'austérité provoquent une contestation, exactement. Et du coup, en fait, il y a besoin d'avoir les moyens de pouvoir saper cette contestation, quoi, d'une manière ou d'une autre. On l'a vu avec les dispositifs policiers mis en place au moment de la grande mobilisation contre la réforme des retraites, c'était impressionnant. Quoi. On a l'impression qu'ils sont toujours là. Quoi. Ils arrivent à les cloner. Je sais pas, il doit y avoir une fabrique de flics quelque part. C'est incroyable. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc de réaffirmation d'une politique de souveraineté. Ça permet ça, en fait, aussi, cette constitution du budget en 2026, quoi, de réaffirmer, comme tu le disais, quoi, les postes régaliens, donc la police, la justice, la défense, en sapant les politiques sociales. En fait, c'est une redirection de la politique d'État sur le socle de la souveraineté française pour le réintégrer dans une politique impérialiste globale, quoi. Il y a l'idée de préserver l'ordre. Alors, j'imagine que le syndicat de la police fait pression sur l'État pour augmenter le budget de la police, mais je ne pense pas qu'il ait besoin de faire énormément pression. Je pense que c'est déjà dans leur intérêt. Mais c'est là aussi où c'est intéressant de voir aussi le lien avec cette politique de fascisation et d'augmentation du budget militaire correspond aussi avec une politique ultra-raciste
de tout un discours sécuritaire et tout, parce que ça permet aussi, dans un autre angle, il me semble, de justifier aussi l'augmentation du budget de la police. C'est-à-dire qu'il y a une guerre d'extérieur, mais il y a aussi une guerre intérieure. Il y a des ennemis de l'intérieur sur lesquels il faut s'armer. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Mais c'est ça, d'ailleurs, je pense que c'est ce que permet les théories de l'anti-impérialisme, c'est de lier, je pense, des contextes extérieurs, des politiques qui sont liées à la politique internationale avec des politiques internes et vraiment d'articuler ces deux moments de la politique qui veulent nous faire croire dans des philosophies politiques un peu mainstream que c'est deux domaines complètement séparés, alors que quand tu envisages les choses avec un œil anti-impérialiste, tu vois qu'on ne peut pas déconnecter l'intérieur de l'extérieur, que c'est vraiment articulé l'un à l'autre, quoi. Et peut-être pour compléter d'un point de vue plus matériel, tu as reçu Mathieu Rigouste il n'y a pas longtemps sur ta chaîne et ses travaux irriguent beaucoup le travail de la coalition Guerre à la guerre. Et justement, il montre que en France, il y a vraiment une proximité très grande entre l'État et les industriels de l'armement. Donc en fait, c'est vraiment une production en circuit court. Ils désignent ensemble les menaces et les solutions à y apporter. Donc en fait, ils élaborent ensemble les guerres qu'on va mener à l'extérieur et les guerres qu'on va mener à l'intérieur. Et cette proximité entre l'État et les entreprises françaises qui produisent des armes, elle est presque au même niveau qu'en Israël. Enfin, il y a quand même un parallèle à faire et c'est un truc structurel qui influence beaucoup cette proximité. Donc aussi, c'est parce qu'ils ont fait les mêmes écoles, c'est des gens qui sortent des mêmes promos, etc. C'est Saint-Cyr, c'est ça leur truc de merde? C'est ça. Et puis du coup, ils se retrouvent ensemble dans les salons d'armement. Il y a des délégations des ministères qui vont donc... il y a tous ces systèmes aussi qui entretient ce lobbying facile de la part des entreprises d'armement, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je sais pas, tu sais, je regardais le complexe militaro-industriel. Pour moi, c'était vraiment un truc américain, quoi. Tu vois, je sais pas, dans beaucoup de films, à Hollywood, tu voyais ce truc, la puissance du complexe militaro-industriel américain qui influait sur les politiques américaines. Mais en fait, tu sais, tu lis, comment il s'appelle Serfati. Tu vois qu'en fait, ce complexe militaro-industriel, il existe aussi en France, quoi. Il y a vraiment qui structure la Ve République et ses politiques coloniales, ses politiques impérialistes. Et, rien que pour donner donc l'exemple de Thales, par exemple, l'État est actionnaire à, on va dire, presque 20%. Enfin, c'est l'actionnaire majoritaire de Thales. Mais dans le conseil d'administration de Thales, tu as aussi Dassault Aviation, dont l'État est aussi actionnaire. Donc, l'État est un peu partout. Tu voulais ajouter quelque chose, Andrea? Juste qu'il y a un article des Serfati qui est sorti sur Contretemps les derniers, qui est vraiment excellent sur la question du complexe militaire industriel. Du coup, c'est quelqu'un a envie de mettre le lien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis le lien. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai l'impression aussi que de manière subjective, si on te dit que tu es en danger, tu diras plus facilement tant pis au budget du social. Oui, et en plus, ça fait partie de tout le discours néolibéral, de l'idée qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut faire des sacrifices, donc il y a vraiment tout. On est matraqué par l'idée que et puis il faut faire des efforts, il faut faire des économies, sauf sur l'armée et sur la police, parce qu'on est en danger aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, je sais qu'il y avait des images qu'on n'a pas mis. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez mettre? Il y a dépenses services publics. Ce sont des images d'ailleurs qu'on a déjà un peu montrées, donc c'est pas très grave, je pense. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit que du coup les budgets des armées... Juste les dépenses services publics, on va juste afficher ça comme exemple. Voilà, peut-être, C'est juste que l'augmentation, j'imagine, dans la police, dans l'armée, voilà. Donc on voit bien du coup les taux de croissance de dépenses budgétaires des 3 missions du service public. Donc on voit que la police est celle qui croît les plus. Donc avant la défense, quoi. Après la défense. La police avant la défense. Et après l'enseignement. Eh ben écoutez, est-ce que non, mais ça me déprime. ça me déprime. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur les conséquences, le réarmement à l'intérieur d'un pays anti-impérialiste? Si on pouvait parler aussi, surtout le discours patriote, nationaliste qu'on a au moment, sur lequel il faut à tout prix s'opposer, et qu'on l'entend un petit peu à gauche avec. Ça va pas être l'idée qu'il faut défendre la France.
mais l'idée qu'il faut défendre la démocratie, un modèle face aux dictatures. Voilà, il y a vraiment tout ça qui est en train d'être mis en place. Est-ce que moi j'avais entendu par rapport à la situation en Belgique, c'est que pour le coup, le narratif autour de l'État belge, il fonctionne un peu moins bien vu qu'il y a énormément de discorde au sein même de la Belgique. Et du coup, le narratif qui est mis en avant, c'est plus un narratif pro-européen avec une sorte de promesse d'émancipation collective à travers une Europe, quoi. Et donc, c'est sur ce narratif-là qu'il y a une tentative de créer de l'adhésion, quoi. Mais on essaye de faire un petit peu ça en France, mais ça marche moins bien, le truc de défendre l'Europe et tout. Donc oui, j'imagine en Belgique, il y a d'autres logiques. Ouais, mais j'ai l'impression... Ouais, pardon. Je t'avais coupé, non? Tu voulais rajouter? Non, excuse-moi. Ouais, non, mais Romain et après Camille. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc, par contre, là, qui peut peut-être changer. C'est vrai qu'en France, ça marche peut-être moins bien, mais que l'échelle européenne, comme tu vois, le projet de créer une armée européenne, de changement un peu de niveau d'intervention, on passerait d'une échelle de l'État-nation à l'échelle européenne et un peu une espèce de projet civilisationnel européen. Alors effectivement, il y a un tel historique souverainiste en France et une telle centralité de l'État en France avec une homogénéisation de l'échelle française, tout ça. Il y a une tradition gaulliste. Il y a une tradition gaulliste, tu vois, même avant, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Mais dans beaucoup de pays, je pense à la Belgique, peut-être à l'Allemagne, tout ça, ou peut-être c'est ça. Mais voilà, ça, je pense qu'il y a peut-être un changement là-dessus. Et on le voit peut-être même avec les extrêmes. Et on voit qu'au niveau européen, il y a une montée des extrêmes droites. Donc, il pourrait presque avoir un changement de cap de toutes les extrêmes droites pour investir ce projet européen au-delà de l'échelle de l'État-nation, une espèce d'extrême droite européenne. Oui, mais c'est vrai que l'un des changements, c'est l'extrême droite qui adhère à ce discours qui européen, est plus européiste, quoi. C'est ça que je pensais. Oui, qui sont finis un peu le truc nationaliste. C'est ça. Un truc. Tu vois, Mélanie, et Marine Le Pen, on le voit aujourd'hui. Tu vois, elle veut plus sortir de l'Europe. Il y a un truc. Et même l'échelle de l'anti-immigration, ça se fait au niveau, tu vois, avec Frontex. Avec Frontex. Tu vois, il y a quand même une... C'est Frontex, l'armée européenne. Ouais, il y a une logique là derrière, quoi, je pense quand même. Camille? Juste, oui, pour aussi revenir sur l'impérialisme français, c'est quand même intéressant de parler de réarmement pour un empire qui s'est jamais vraiment désarmé et qui a des bases extérieures et qui est en opération extérieure. Oui, c'est vrai. Et qui, depuis les indépendances juridiques en Afrique, la France a été en guerre, je crois, une 50aine de fois sur le continent. On pense que la guerre revient sur le continent européen avec la guerre en Ukraine, mais en fait, la France, elle a toujours été en guerre. Oui, et il y a déjà eu des guerres en Europe avant l'Ukraine. Les gens ont l'air d'avoir oublié. Et oui, nous, on a toujours des opérations militaires, officiellement. C'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'on s'est beaucoup moqué des Russes pour ce terme-là, alors qu'on utilise exactement le même pour ce qui se passe en Afrique. Et c'est vrai que ça me fait penser que Macron, il y a plein de discours comme ça. Il voulait rappeler le dernier devant le sous-marin nucléaire, et avec un discours extrêmement offensif. Et avec un truc, moi, assez hallucinant, c'est que on parlait de les gens. On parlait de la puissance nucléaire française à un moment où on refusait à l'Iran l'accès à la puissance nucléaire. Et Macron se vante dans le même temps d'être une puissance nucléaire. Tu vois, il y a un espèce de... Il disait, pour être en paix, il faut être craint. Donc pourquoi les autres ne pourraient pas avoir la même argumentation, quoi. C'est assez hallucinant. Mais moi, ce qui m'a le plus déprimé dans le discours de Macron, c'est l'impact que ça a eu chez les gens. Et je vois plein de gens qui étaient pourtant anti-Macron et tout dire « Ah putain, j'aime pas Macron, mais là, il fait la fierté. Là c'est un président solide et tout. » Et on voit comment ça peut marcher, ce discours très aussi viriliste et offensif sur la défense de la France. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur cette partie-là ? Bah écoute, on a déjà dit pas mal, je pense. Ouais. Donc, je rappelle pour YouTube, que c'est l'émission Anti-Imp et que c'est pas seulement une émission, il y a aussi des groupes de lecture. Le prochain, c'est le 19 avril. Ouais. 19 avril, parce que je la publierai avant. Le 19 avril. Si vous voulez avoir toutes les informations, venez sur le Discord de Ligne Anti-Imp. Et pour avoir le Discord, vous allez voir dans la description
en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager et de soutenir financièrement si vous le pouvez pour qu'on puisse continuer à faire des émissions comme ça. Merci.